Après des années de critiques de la part de l'ancien garde du corps de Didi, le jury a enfin accès à ses reçus. Selon des sources proches du dossier, plusieurs jurés sont devenus complètement blancs à la vue de la vidéo et Didi tremblait visiblement. Et ce n'était qu'une première étape. Des témoignages explosifs, non scellés par le tribunal, pourraient envoyer Didi derrière les barreaux pour très longtemps. Commençons. Après de nombreuses années, les avertissements de Gene Deal ont finalement été entendus par le tribunal. La tension était palpable au tribunal fédéral de Manhattan, alors que les procureurs présentaient des preuves que Gene Deal, l'ancien garde du corps de Didi, tentait de discréditer depuis des années. Avec le développement de cette affaire très médiatisée, l'attention s'est soudainement portée sur les avertissements constants du garde du corps concernant le comportement présumé de Didi. Selon les personnes présentes au tribunal, plusieurs éléments de preuve correspondaient étroitement aux déclarations de Deal lors des entretiens, ce qui a provoqué la colère des jurés et a laissé Didi sous le choc. Gene Deal semble être l'arme secrète de l'accusation après avoir travaillé avec Didi pendant des années comme agent de sécurité. Avec toutes ces inculpations fédérales et l'accumulation de preuves, les déclarations de longue date de Deal sur les comportements insensés qu'il dit avoir observés lorsqu'il travaillait pour le patron Bad Boy, des propos que l'on considérait autrefois comme de simples propos salaces d'employés mécontents, semblent désormais très prémonitoires. Deal, cependant, n'a pas hésité à témoigner contre son ancien employeur. Lors d'interviews ultérieures, il a clairement indiqué qu'il n'avait aucune difficulté à témoigner, affirmant que Didi s'était laissé influencer par toute cette richesse, cette influence et ce prestige. Malgré les courriers haineux l'accusant d'avoir tenté de tuer un homme noir, Deal ne compte pas s'empêcher de dire ce qu'il pense. Dans ses déclarations, il formule de très graves accusations d'abus, notamment à l'encontre de Kim Porter, l'ex-femme et mère de l'enfant de Didi. Deal a également déclaré avoir vu Didi toucher Porter, notamment à un moment où elle aurait dû lui trancher le poignet pour se servir. Les allégations de Deal concernant le prétendu stratagème de Didi pour faire planer les femmes et les prostituées auprès de ses amis vont au-delà de ce trouble personnel. Ces accusations corroborent les affirmations de Cassie Ventura et suggèrent qu'il reste encore beaucoup à révéler, mais elles concordent également avec les déclarations d'anciens membres comme Aubrey O'Day. Les témoignages d'autres témoins semblent corroborer certaines des affirmations de Deal, et ces informations privilégiées se révèlent que de plus en plus à mesure que le procès avance. La journaliste Lauren LaRosa du Breakfast Club, qui couvre le procès, a expliqué que l'atmosphère générale autour de Didi avait changé à mesure que les preuves négatives continuèrent de faire surface. L'image que Didi affiche constamment est très différente de cette description. Celui qui se décrivait autrefois comme un sauvage qui obtient tout ce qu'il veut paraît désormais mince, pâle et tremblant, tandis que son empire implose. Les procureurs pourraient être sincèrement intéressés par la connaissance intime que Deal a des actions en justice de Didi. Contrairement à ce que lui conseillent ses propres avocats, Deal a critiqué Didi lors d'une récente interview pour avoir négocié des accords de plaidoyer avec les procureurs. Deal a expliqué que cette obstination explique probablement certains départs de l'équipe juridique de Didi. Si ce thé est authentique, il démontre que Didi a toujours ignoré les conseils juridiques avisés, ce qui aurait pu lui éviter une situation aussi difficile. Deal estime que l'accord conclu par les procureurs avec Didi entraînerait probablement un prix élevé, mais qui lui permettrait également de retrouver la sérénité à l'avenir. Didi, cependant, pourrait bien devoir passer le reste de sa vie derrière les barreaux en raison de son incapacité à accepter la réalité. Le 5 mai 2025, date du début de la sélection du jury, le procès comportait déjà des preuves choquantes qui dressent un tableau inquiétant des déplacements présumés de Didi. Après que Combs aurait touché Cassie Ventura, Israel Flores, un agent de police de Los Angeles travaillant à la sécurité de l'hôtel Intercontinental en 2016, a témoigné avoir répondu à un appel de détresse. Selon Flores, Combs aurait tenté de verser de l'argent, semblant être une tentative de corruption, et Ventura aurait été aperçu en train de tenter de se faire sauter, le visage teinté d'un œil violet. Daniel Philippe, un responsable de la revue, a fourni des preuves tout aussi troublantes concernant des relations sexuelles tarifées avec Cassie Ventura en 2012. Combs aurait dirigé et enregistré toute la séance. Selon le témoignage de Philippe, il aurait vu le magnate tirer Ventura par les cheveux et aurait déclaré que Didi l'avait menacé avec son permis de conduire. Si Deal comparaît, tous ces éléments concorderont avec ses déclarations depuis des années, ce qui renforcera la crédibilité de ses récits et fera peut-être de lui un témoin dévastateur. Son expertise couvre non seulement les faits isolés, mais aussi les tendances générales que les procureurs tentent de démontrer dans leur affaire de racket. Trafic sexuel, association de malfaiteurs et transport à des fins de prostitution figurent parmi les 5 accusations graves portées contre Didi. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie.
L'argument principal de l'accusation est qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais plutôt d'une pratique courante depuis des décennies, au cours de laquelle il a utilisé son réseau de contacts et son empire de mauvais garçons pour permettre et dissimuler des activités illégales présumées. À mesure que le procès avance et que d'autres témoins témoignent, les années de mise en garde de Gene Deal concernant les agissements présumés de Diddy sont passées d'un discours de haine à une preuve potentiellement importante. Deal, ancien protecteur physique de Diddy, pourrait désormais jouer un rôle crucial pour garantir qu'il réponde de ses actes dissimulés derrière sa richesse, son influence et une image publique bien entretenue. Français les révélations de Deal sur le monde de Diddy au sein du Bad Boy Network. En tant que proche du cercle intime de l'empire des Bad Boys, Deal a révélé des informations sur le modèle de comportement organisé que les procureurs tentent de prouver. Pas seulement des incidents isolés, qui pourraient étayer l'accusation centrale de racket de l'affaire. Deal a fait des allégations concernant un réseau plus large, impliquant des membres de la famille, en plus de Diddy lui-même. Deal a fait des déclarations scandaleuses sur la mère de Diddy, Janice Combs, dans une interview particulièrement controversée, évoquant la possibilité que certaines habitudes puissent être héréditaires. Deal a ensuite clairement établi le lien entre ces accusations et les raisons qui l'ont poussé à quitter l'entreprise de Diddy. De plus, j'ai quitté Bad Boy parce que j'en avais assez des absurdités qu'elle et son fils lui faisaient subir, et pas seulement à cause de ses approches. Voyez-vous, il est facile de prétendre qu'il tenait ça de sa mère quand on sait qu'elle tenait un bordel qui organisait des fêtes et des parties de jambes en l'air. Outre les actions spécifiques de Diddy, ces éléments pourraient contribuer à démontrer une tendance culturelle plus profonde au sein de son entourage immédiat et un contexte plus large pour l'opération criminelle présumée. S'ils sont présentés au tribunal, les jurés pourraient avoir besoin de ces informations contextuelles pour être convaincus que le comportement en question était systématique plutôt que circonstanciel. Les connaissances de première main de Deal éclairent également la planification et la gestion des fameuses freak-off, ou ce que l'accusation appelle ces parties sexuelles sous l'emprise de la drogue. Deal était peut-être au courant de la planification interne, de la logistique et des véritables motivations, même si d'autres témoins ont rapporté avoir assisté à des rassemblements similaires. Selon un témoin qui a déclaré avoir assisté à l'un de ces rassemblements dans la propriété de Diddy à Star Island, ils ont confisqué les téléphones et les ont enfermés pour que personne ne puisse enregistrer ce qui s'y passait. Après notre arrivée et la fouille par l'agent de sécurité, nos téléphones ont été placés dans un petit conteneur à bulles. L'affaire des bulles a été résolue. Elles ne pourront être ouvertes qu'après notre départ. Par conséquent, nous ne pourrons prendre des photos sur place que si nous entrons dans le photomaton. Il a un photomaton qu'il adore, ou quelque chose comme ça. D'après le témoin, ils autorisaient l'accès à certaines parties du quartier où les actes les plus scandaleux se déroulaient. Du coup, quand j'étais dehors, un de ses fils, je ne dirai pas lequel, était recruté pour entrer dans la maison, car c'est à l'arrière et dans le jardin que se trouvait le problème. Ayant géré la sécurité de Diddy, Deal connaissait bien ses protocoles, les mesures prises pour garder le secret, les décideurs, la sécurité des événements et la gestion des incidents. Les procureurs pourraient utiliser ce type de renseignements opérationnels pour démontrer qu'il ne s'agissait pas seulement d'agissements sporadiques et incontrôlés, mais bien d'une organisation criminelle planifiée et coordonnée. Deal a également disséqué la pratique de Diddy consistant à rejeter les conseils juridiques avisés, insinuant que cela contribue à sa situation actuelle. Deal a déclaré que Diddy s'obstinait toujours et négociait des accords de plaidoyer qui pourraient le sauver d'une mort certaine en prison. L'avocat lui prodigue de mauvais conseils. Ils ont probablement réussi à lui obtenir un accord de plaidoyer décent. Tiens, écoute bien. On peut t'accorder 10, 15 ou 15 ans de prison, tu sortiras ensuite et il ne te restera plus qu'à te rendre dans un centre de transition après avoir franchi les étapes 12 et 13. Il te reste encore une partie de ta vie pour vivre en homme libre. Il ne veut pas l'écouter, voilà ce que c'est. Deal a déclaré connaître le déroulement général des poursuites fédérales, soulignant que le gouvernement privilégie souvent les accords de plaidoyer aux procédures judiciaires interminables. N'oubliez pas que le procès est prévu pour mai. Nous sommes maintenant en mars. En mai, le procès commence. Durant les 2 ou 3 mois qui le précèdent, les avocats travaillent en coulisses pour tenter de parvenir à un compromis ou à une négociation de peine avant de comparaître devant le tribunal. L'administration refuse de comparaître devant le tribunal. Très souvent, ils souhaitent conclure un accord de plaidoyer avec vous. Cette analyse rejoint celle des experts juridiques concernant la démarche du gouvernement fédéral. Afin de contraindre les accusés à accepter un accord de plaidoyer, les chefs d'accusation les plus graves sont souvent écartés de l'accumulation des accusations. Le refus de Diddy de plaider coupable pourrait entraîner de nouvelles accusations, a déclaré Dial. Le saviez-vous ? En acceptant la plaidoirie et le temps,
Vous vendez vos fonds publics, leur épargnant ainsi du temps, des efforts et du travail. Ce qui ne va pas chez vous, c'est que vous ne pensez pas que l'homme blanc était un imposteur. Bien qu'il ne soit pas inculpé, il leur a fourni suffisamment de stupéfiants. Il a ensuite émis des prévisions quant à d'éventuelles nouvelles accusations. Nous savons qu'il n'a pas encore été inculpé de ce chef. C'est tout pour la fin si vous ne pensez pas qu'ils tenteront de l'atteindre avec ces armes. Si vous refusez la plaidoirie, ils émettront un autre acte d'accusation pour les stupéfiants et les armes à feu. Ils diront « D'accord, ajoutons les armes et la drogue » si vous n'acceptez pas la plaidoirie pour le trafic sexuel ou autre. Ces révélations témoignent d'une parfaite connaissance de la situation juridique actuelle de Didi, ainsi que de sa conduite personnelle. Ces informations contextuelles pourraient aider les jurés à comprendre le schéma plus large des actions et des choix qui ont conduit aux accusations actuelles. Deal s'éloigne de la culture du silence, qui a traditionnellement protégé les personnalités influentes du monde du spectacle, en s'exprimant ouvertement malgré les critiques virulentes et les possibles répercussions sur sa carrière. Sa volonté de témoigner marque une rupture significative avec la prétendue loi du silence qui a protégé Didi pendant des années et pourrait inciter d'autres personnes disposant d'informations à se manifester. Le plan de défense de Didi est gravement compromis à mesure que le procès avance en raison du possible témoignage de Deal. Deal a fait partie du cercle intime de Didi pendant des années et, contrairement à de nombreux accusateurs qui n'ont eu que peu d'interaction avec lui, il a eu accès à des moments intimes et à des activités en coulisses que peu de personnes ont pu voir. Afin de démontrer le schéma d'activité requis pour étayer l'accusation de Raquet, sa coopération avec les autorités pourrait permettre de fournir un contexte essentiel à certains événements. Deal est un informateur précieux, capable de rassembler des événements apparemment disparates pour en faire un récit cohérent du crime organisé, ce qui est idéal pour les procureurs qui construisent de leurs dossiers sur des comportements systématiques plutôt que sur des incidents isolés. Deal témoigne depuis des années sur ce qu'il affirme avoir vu, et grâce aux témoignages et aux preuves présentées, ces affirmations pourraient éventuellement être confirmées devant le tribunal. La chute d'un empire est le prix du silence. Les preuves produites lors du procès de Sean Diddy Combs sont l'aboutissement d'un long processus qui a commencé bien avant que le gouvernement fédéral ne perquisitionne son domicile ou que l'accusation ne porte plainte contre lui. Dans certaines communautés, les rumeurs ont persisté pendant des décennies, bien qu'elles aient rarement été portées à la connaissance du public. Le mur du silence de Didi a commencé à tomber le 16 novembre 2023 lorsque son ex-petite amie Cassandra Cassie Ventura a déposé une plainte devant un tribunal fédéral de Manhattan. Elle a accusé Combs d'agression sexuelle, de violence physique et de trafic sexuel dans sa plainte de 35 pages qui couvrait leur relation de 10 ans, de 2007 à 2018. Bien que la version de Didi ait été irrémédiablement modifiée, la plainte a été réglée à l'amiable un jour seulement après son dépôt, les termes étant tenus secrets et l'affaire classée sans suite. Gene Deal affirme que l'accord de Didi, qui s'élevait prétendument à 30 millions de dollars au lieu des 10 millions suggérés par son avocat, témoigne d'une tendance à l'erreur de jugement qui perdure dans sa démarche juridique actuelle. Cet accord n'a pas empêché d'autres accusations. En novembre 2024, un an après le dépôt de plainte de Ventura, au moins 28 autres plaintes avaient été déposées pour des accusations allant du trafic sexuel à l'agression et au viol. Le nombre et la constance de ces déclarations témoignaient de décennies de comportements systématiques. Dans le cadre d'une enquête pour trafic sexuel, des agents fédéraux ont perquisitionné les propriétés de Didi à Miami et à Los Angeles le 25 mars 2024, ce qui a considérablement aggravé la situation. Ces perquisitions, largement médiatisées, ont permis de découvrir des preuves importantes telles que des brûleurs de type AR-15, des chargeurs de grande capacité et plus de 1,0 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant, des éléments qui allaient jouer un rôle majeur dans son inculpation. Le 16 septembre 2024, 6 mois après les perquisitions, Didi a été arrêté à New York pour trafic de prostituées, racket et transport de prostituées. Dans l'acte d'accusation, les procureurs ont décrit les prétendues soirées sexuelles sous l'emprise de la drogue, appelées freak-off, où les victimes étaient contraintes à des relations sexuelles par la drogue, la violence et l'intimidation. Depuis son arrestation, Didi est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn après s'être vu refuser une libération sous caution malgré son plaidoyer de non-culpabilité, car il était considéré comme présentant un risque de fuite. CNN a publié une vidéo de surveillance montrant Didi frappant violemment Cassie Ventura dans le couloir d'un hôtel en 2016, ce qui constitue peut-être la preuve la plus accablante dans l'affaire contre Didi. Didi a été filmé en train de donner des coups de pied, de pousser et d'agripper Ventura, apportant des preuves tangibles de l'agression qu'elle affirmait dans sa plainte.
Des excuses publiques et l'entière responsabilité de Didi pour son comportement ont été présentées 2 jours après la diffusion de l'enregistrement. Il s'agissait d'une rare reconnaissance de culpabilité dans une affaire où Didi avait toujours clamé son innocence. Les jurés disposent désormais de preuves concrètes d'au moins un cas d'agression physique grâce à la vidéo admise au procès. L'effet est profond, transformant ce qui aurait pu être considéré comme une simple affaire de « il a dit, elle a dit » en un cas d'agression avérée. Gene Deal n'a cessé de critiquer les agissements de Didi tout au long de cet incident. Le fait qu'il soit prêt à parler de ce qu'il aurait vu en travaillant est bien loin du silence que de nombreux membres du groupe de Didi ont gardé. Comprendre le fonctionnement de cette opération criminelle présumée et comment elle a pu perdurer aussi longtemps est facilité par le témoignage sincère de Deal sur son expérience de collaboration avec Didi. En avril 2025, plus de 63 affaires civiles impliquant plus de 100 femmes et hommes avaient été déposées, confirmant la tendance des litiges civils. L'avocat Tony Buzbee a révélé plus de 100 nouvelles plaintes pour agression en octobre 2024, dont 2 concernant des enfants de 9 ans seulement. Parmi elles, 25 concernaient des mineurs. Jusqu'à la date limite de février 2025 prévue par la loi sur les violences motivées par le genre, 10 autres affaires ont été déposées, dont celle de Kirk Burroughs et d'un escort girl. L'affirmation de l'accusation selon laquelle il ne s'agissait pas de cas isolés, mais plutôt d'un schéma systématique, est d'autant plus crédible que les accusations portées par des personnes n'ayant probablement eu aucun lien entre elles au fil des décennies sont cohérentes. Le témoignage de Deal pourrait contribuer à créer ce type de schéma qui relierait des cas disparates en une histoire cohérente de crime organisé. Au-delà des implications juridiques, cette affaire remet en question la culture du silence qui aurait protégé Didi pendant de nombreuses années. Le choix de Deal de faire son coming out malgré l'hostilité et les possibles revers de carrière témoigne d'une rupture avec cette culture et pourrait inspirer d'autres personnes bien informées à faire de même. Il est prêt à témoigner, ce qui constitue une rupture majeure avec la règle du silence qui a traditionnellement protégé les personnalités influentes du monde du spectacle. Les observations de Deal sur l'univers de Didi offrent un aperçu des mécanismes du pouvoir et de l'exploitation. Ces accusations de participation de membres de la famille, notamment celles portées contre Janice Combs, témoignent d'une tendance sociétale plus large plutôt que d'une faute personnelle. Ce type de contexte pourrait s'avérer très important pour convaincre les jurés que le comportement en question était systématique et non circonstanciel. Le procès, qui a débuté avec la sélection du jury le 5 mai 2025, devrait durer environ 8 semaines. À mesure que de nouveaux témoins témoigneront et que de nouvelles preuves seront présentées, l'ampleur de l'organisation criminelle présumée sera révélée. Pour Didi, les enjeux sont plus importants que jamais car il fait face à des allégations qui, s'il est reconnu coupable, pourraient le condamner à la prison à vie. La chute de l'empire, bien planifiée de Didi, nous rappelle brutalement le prix que peut coûter un pouvoir débridé et l'importance de la responsabilité. Pendant des décennies, il a été protégé des critiques par sa richesse, son pouvoir et une image publique bien entretenue. Aujourd'hui, cette protection a disparu et il est exposé à toute la pression du système judiciaire, tandis que des témoins comme Gene Deal témoignent et que les preuves s'accumulent. Cette affaire ne se résume pas à la disparition d'une seule personne influente. Elle suggère que l'industrie du divertissement est peut-être en train de modifier sa façon de gérer les problèmes d'abus, d'exploitation et de domination. La culture du silence, qui a traditionnellement protégé les personnes puissantes, est remise en question par la volonté de ceux comme Deal de s'exprimer malgré les répercussions possibles, laissant présager un avenir où la célébrité et la fortune ne protégeront plus les gens de leurs responsabilités. On ignore quel impact l'aide apportée par Gene Deal aux enquêteurs aura sur l'affaire à mesure qu'elle progressera et que de nouvelles informations seront disponibles. Mais il est indéniable que les années passées à rendre public ce qu'il aurait vu ont contribué à créer une histoire plus vaste que les procureurs tentent maintenant de démontrer devant le tribunal. Après avoir assuré la protection physique de Didi par le passé, Deal pourrait désormais jouer un rôle crucial pour s'assurer qu'il réponde de faits longtemps dissimulés sous une image publique bien entretenue. Certains témoignages et preuves pourraient être importants pour l'affaire, comme le montre la décision du juge de les inclure dans la procédure. Bien que, comme le suggère le titre à pas à clic, le juge Subramanian n'ait pas encore rendu public la moindre vidéo de Deal, les avertissements répétés du garde du corps concernant les agissements présumés de Didi ont pris de l'ampleur à mesure que l'accusation progresse. Outre la question de la culpabilité de Didi, la question du nombre de personnes supplémentaires susceptibles d'être impliquées dans ce que le procureur considère comme une activité criminelle vieille de plusieurs décennies se pose également à mesure que de nouveaux témoins témoignent et que de nouvelles preuves sont produites.
Après des années de silence, ce procès offre l'occasion aux personnes qui auraient souffert aux mains de Diddy de tourner la page et d'obtenir reconnaissance. C'est un puissant avertissement pour l'industrie musicale et le secteur du divertissement en général. Même les personnes les plus apparemment infaillibles pourraient devoir répondre de leurs actes. De plus, il pourrait confirmer la détermination de Gene Deal à dire la vérité malgré les répercussions, ces avertissements ayant longtemps été ignorés. Ce drame judiciaire est toujours en cours, mais une chose est sûre. Il a définitivement transformé l'image méticuleusement façonnée de Sean Diddy Combs depuis des décennies. Les accusations, les pièces justificatives et les témoignages qui ont fait surface ont irrémédiablement altéré sa réputation, quel que soit le verdict du procès. Et dans cette transformation, la voix tenace de Gene Deal, autrefois ignorée mais aujourd'hui peut-être cruciale, rappelle la force de s'exprimer, même lorsque la vérité est désagréable ou indésirable. Si vous aimez ce film, vous pouvez en voir d'autres en cliquant sur les cartes affichées à l'écran. Quand Diddy était libre, il pratiquait d'étranges rites d'initiation, selon Gene Deal, son ancien agent de sécurité. Les hommes couchaient ensemble le 3e jour, buvaient, faisaient de la fête et étaient heureux. Diddy, des dirigeants d'Universal Music Group et d'autres associés feraient partie d'un gang qui permettrait à Diddy de nourrir et d'assassiner des artistes comme Usher, Bieber et Biggie, selon les documents judiciaires concernant Lil Rod. Ces cérémonies d'initiation qu'il utilisait pour séduire et faire chanter autrui ont pris une tournure considérablement plus sombre depuis qu'il est incarcéré dans l'établissement où Epstein est à mort. Voici la vérité sur l'enfer sur Terre. La maison rituelle et terrifiante de Diddy. La disparition tragique du rappeur et producteur de musique P. D'autres Little Dirty Secrets dansent en plein jour aux côtés de Diddy. La cérémonie d'initiation de son gang, décrite comme une nuit d'actes homosexuels incessants et d'invocations d'esprits spécifiques à minuit, lors de la pleine lune, est l'un de ces événements cachés cauchemardesques. À minuit, le 1212, les membres de la secte étaient à la recherche de cette lune. À minuit, ils accomplissaient des rites sacrés. Comment a-t-il découvert qui était cet homme? Il s'agit de Gene Deal, ancien garde du corps de célébrité qui a longtemps représenté Bad Boy Records, garde du corps personnel de Diddy pendant de nombreuses années. Le Notorious Big a été abattu cette nuit-là et il était même présent en tant que garde du corps personnel de Puffy. Maintenant que nous connaissons Gene Deal, passons à sa révélation surprenante sur l'étrange routine de Diddy. Le célèbre garde du corps a précisé que les gens honoraient certains sacrifices et idoles le dernier jour de la cérémonie, après la pleine lune et le passage des saisons. Le 3e jour serait consacré à boire, faire la fête, s'amuser et, plus généralement, à la bonne humeur. Il est choquant d'apprendre que Gene Deal ne cache rien. Quant aux pratiques rituelles de Sean Diddy Combs, il révèle tout. Tu l'as entendu. Il a précisé que le 3e jour, les garçons échangeraient des cadeaux en buvant et en se mariant, puis ils termineraient tôt la soirée en couchant ensemble. Enquête si tu penses que c'est faux. D'après les commentaires, ce type avait beaucoup à dire sur la cérémonie dont parlait Gene Deal. Un nourrisson ou un enfant est souvent brûlé en sacrifice au dieu Moloch lors d'une cérémonie appelée « crémation de l'amour ». La plupart des élites se rassemblent au Bohemian Grove pour célébrer cet événement. L'origine de ce phénomène remonte aux célébrations romaines en l'honneur du dieu Satanus, popularisé par l'empereur Caligula. La plupart des gens le qualifient de paganisme, mais il est davantage ancré dans le satanisme. Oh mon Dieu! Mais l'ancien garde du corps personnel de Diddy n'est pas le seul à critiquer le mode de vie vraiment atypique qu'il menait lorsqu'il travaillait pour Diddy. Après avoir été placé sous la garde de Diddy à l'âge de 13 ans, le musicien Usher a affirmé avoir été témoin d'événements étranges alors qu'il vivait avec le magnate de la musique. Dans l'émission The Howard Stern Show de 2016, le chanteur de You Got It Bad, âgé de 45 ans, a parlé avec franchise de son an de collaboration avec Diddy alors qu'il n'avait que 13 ans. C'était un mystère. On m'a donné l'occasion de voir certaines choses. Bien sûr, mais tu avais 13 ans. Qu'avez-vous vu ? J'y suis allé pour observer le mode de vie et j'y suis allé. Je ne suis pas sûr d'avoir pu apprécier et comprendre ce que je voyais, cependant, c'était assez scandaleux. Après cela, Usher se souvint que d'autres artistes célèbres étaient également présents, dont Biggie Smalls, Lil Kim, Craig Mack, Faith Evans et Mary J. Blige. Prévoyait-il de veiller jusqu'à 4 heures du matin? Usher expliqua qu'il avait réussi à rester éveillé plus tard lorsqu'il faisait la fête avec Diddy et son groupe. Usher raconta dans une autre interview accordée à Rolling Stone en 2004 que P. Le chanteur et danseur avait également parlé ouvertement au magazine People en février 2024 de son mode de vie insensé au Diddy's Flavor Camp où il avait découvert un nouveau mode de vie. Il se souvenait comment, très jeune, il avait pu rencontrer des personnalités du milieu et voir certains des meilleurs disques jamais enregistrés. Ça devient encore plus étrange à partir de maintenant, se souvenait-il.
Howard Stern avait demandé au chanteur s'il accepterait d'envoyer son fils dans l'un de ses Diddy's Flavor Camps pour vivre l'expérience qu'il avait vécue après avoir découvert le milieu et vécu les plus grands moments de sa jeunesse. Sa remarque avait une portée plus profonde. « Attendez, avez-vous vu avec quelle clarté il a dit qu'il ne laisserait pas ses enfants vivre ce qu'il avait vécu ?» Les réponses de la majorité à cette interview de 2016 se reflètent dans ces deux remarques. « On voit la douleur dans ses yeux même s'il rit », répétait ce type. Ça le perturbe encore. Toute l'industrie lui a fait un doigt d'honneur. Tu ne devrais pas sacrifier ton âme pour des richesses et de l'argent. Dis-moi tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce qu'Usher a vécu, dit un autre, et je secouai la tête. La plupart des gens trouvent que Hell No était assez révélateur pour être honnête. L'un des aspects les plus étranges de l'existence de Diddy fut sans doute la façon dont le producteur Lil Rod façonna son mode de vie. La vie de Diddy semble avoir basculé lorsqu'il appela Lil Rod pour rejoindre l'équipe créative de son album The Love. La cérémonie d'initiation fut une expérience horrible, terrible et perverse. Malheureusement, l'attrait d'un Grammy l'a contraint à supporter toutes ces absurdités. C'est la première fois que Rodney Lil Rod Jones Jr. s'exprime depuis qu'il a porté plainte contre Sean Diddy Combs en février. Selon la plainte, Lil Rod aurait résidé et voyagé avec Combs de septembre 2022 à novembre 2023, période durant laquelle il aurait été agressé sexuellement, drogué et intimidé. Dans une interview accordée à Rolling Stone, le producteur de musique de 38 ans a exprimé son inquiétude pour sa vie et sa sécurité. Il a également qualifié Diddy de monstre. De plus, Lil Rod affirme que, malgré la création de 9 morceaux de l'album, Diddy ne l'a pas rémunéré pour sa contribution. « Je suis fauché. Je n'ai actuellement aucun revenu. Chaque mois, je cherche à savoir comment payer mes factures. Je subis les conséquences de ma prise de position en faveur de la justice et de ce que je pense être juste pour ma vie. Je suis définitivement mis à l'index », a-t-il déclaré lors de l'interview. Quoi qu'il en soit, avant d'aborder les accusations et la plainte de Lil Rod, regardez cette vidéo inquiétante de Diddy et de la jeune Justin Bieber qui explique le déroulement de leur rencontre prévue de 48 heures. Nous ne pouvons pas vraiment révéler où nous traînons ou ce que nous faisons, mais il passe un moment formidable avec Diddy et son enfant pendant 48 heures. Et je me souviens qu'à l'époque, la plupart des gens s'inquiétaient de ce qu'un adulte faisait avec un adolescent de 14 ans dans un lieu tenu secret et se livrait à des activités secrètes. Mais, fait le plus surprenant, un prisonnier incapable de se remettre des horribles expériences qu'il avait vécues en fréquentant Diddy dans une boîte de nuit du Michigan en 1997 a intenté une action en justice de 100 millions de dollars contre le rappeur et a gagné par défaut, Diddy et son avocat ne s'étant pas présentés à l'audience virtuelle. Derek Cardello Smith, détenu à la prison Ernest C. Brooks dans le Michigan, qui a une longue expérience des poursuites civiles pour contester le système judiciaire, a lancé cette affaire hallucinante. Il purge actuellement 75% de sa peine de prison pour conduite sexuelle criminelle et enlèvement, mais il n'a pas laissé sa peine l'empêcher de réclamer justice après l'agression sexuelle dont il a été victime, le magnate du divertissement, il y a près de 30 ans. Attendez, la plainte allègue que Cardello Smith et le rappeur P. Diddy se sont rencontrés en 1997 alors qu'ils travaillaient dans un restaurant de la région de Détroit. Après une nuit passée à boire et à fumer de la marijuana, ils ont eu des relations sexuelles avec un groupe de femmes. Cardello Smith affirme également avoir senti la main d'un homme le toucher qu'il croit être celle de Diddy. Cardello Smith, 51 ans, déclare « Et il m'a fait une offre financière de 2-3 millions de dollars pour que ce qui m'est arrivé disparaisse. C'est là que les choses se corsent. » Cardello Smith a ensuite fourni des informations sur la prison, où le nom de Diddy figurait dans le registre des visites, ce qui lui a permis d'affirmer que P. Diddy lui avait offert 2-3 millions de dollars pour que la plainte soit abandonnée après son dépôt. Derek Cardello Smith a déclaré au tribunal lors de l'audience d'août que P. Diddy l'avait convaincu d'abandonner sa plainte de 100 millions de dollars et d'accepter un règlement à l'amiable en déclarant « Vous savez comment on fait ?» Cardello a répondu « Je ne suis pas d'accord avec votre façon de faire ». Le tribunal a fait droit à sa requête en injonction restrictive à cet effet. « Nous suivrons la procédure et vous recontacterons. Votre demande d'ordonnance de protection temporaire a été acceptée et je l'ai signée. » Il faudra ensuite le signifier aux parties. L'avocat de Diddy, Marc Agnifilo, a réfuté l'affirmation du juge selon laquelle son client avait été correctement notifié, affirmant que son client souhaitait vivement que ce jugement soit rapidement annulé. Certains ont affirmé que les perquisitions simultanées des agents fédéraux dans 2 domiciles de Diddy, à Miami et à Los Angeles plus tôt cette année, indiquaient que le rappeur suivrait bientôt les traces de R. Kelly. Mais si leurs affirmations se confirment, l'affaire sera rouverte et Cardello Smith devra prouver ses allégations devant les tribunaux. Le producteur de musique et rappeur en difficulté avait raison.
Il a été arrêté lundi dans un hôtel de Manhattan, à New York, seulement 24 heures après la diffusion virale de la nouvelle du jugement de un 100 millions de dollars prononcé contre lui. Les accusations portées contre lui n'étaient pas claires au moment de son arrestation, car il était détenu sur la base d'un acte d'accusation scellé délivré par un grand jury fédéral. Selon TMZ, le rappeur arpentait les rues de New York avec assurance quelques heures seulement avant son arrestation, saluant et prenant des selfies avec ses fans. Le rappeur devait être arrêté mardi matin selon des sources ayant indiqué à TMZ qu'en raison de problèmes, la sécurité intérieure l'avait surpris dans un hôtel du centre-ville où il séjournait et l'avait arrêté sur la base d'un acte d'accusation scellé délivré par le district sud de New York. Il a été confirmé que Diddy a été placé en détention fédérale dans le Lower Manhattan. Il semble que cette mesure ait été prise dans le cadre de l'enquête criminelle en cours sur des allégations de trafic sexuel et d'autres infractions qui a donné lieu à l'émission et à l'exécution de mandats de perquisition au domicile de Diddy à Beverly Hills, Miami. Sean Diddy a été inculpé de complot de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et de transport à des fins de prostitution selon l'acte d'accusation de 14 pages du grand jury fédéral. Comme prévu, le rappeur a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui lors de l'audience à Manhattan et a tenté, en vain, de se libérer sous caution. Un portrait robot représente P. Diddy lors de sa première comparution après l'acte d'accusation où les accusations portées contre lui ont été lues et débattues. Le magnate de la musique, qui se rendait autrefois en jet privé dans toutes ses demeures, s'est vu refuser la libération sous caution suite aux accusations d'abus sexuels et de trafic sexuel portées contre lui. Selon les Trump, le producteur a passé sa première nuit en prison à Hell on Earth, l'une des prisons les plus tristement célèbres au monde. Quelle est la situation dans cette prison fédérale? 2 meurtres, 4 suicides et de nombreux coups de couteau et enfermements ont eu lieu ces dernières années. La situation est tellement incontrôlable à l'intérieur que 4 juges fédéraux refuseraient d'y envoyer d'autres prisonniers. Le nom de cet établissement évoque avec force les terribles conditions de vie décrites par les Trump, journalistes d'Inside Edition. Malheureusement, Diddy aurait sans doute du mal à s'adapter à son nouvel environnement. Composé d'une chaise en plastique, d'un matelas, de 1-2 cm sans oreiller et de seulement 3 ou 5 espaces de circulation. Selon certaines sources, l'avocat de Diddy, Marc Agnifilo, a déclaré au juge que cet établissement était cruel et constituait une véritable tragédie. Il met donc tout en œuvre pour éviter la prison à Diddy. Pour lui éviter la prison, les avocats de Diddy ont proposé d'utiliser sa villa de 48 millions de dollars à Miami Beach et ses jets privés comme garantie. Selon Inside Edition, si Diddy était libéré sous caution, ses avocats n'autoriseraient que sa mère, ses sœurs et les mères de ses enfants à lui rendre visite, mais le juge a refusé. Selon CBS News, le magnate de la musique, après avoir passé une nuit en enfer, est apparu calme et humble à son entrée au tribunal pour l'audience d'appel relative à sa demande de libération sous caution. Cependant, malgré son calme apparent et son assurance, le juge fédéral a une nouvelle fois refusé sa libération sous caution, affirmant que Diddy était plus susceptible de suborner des témoins et ou des preuves s'il était libéré. Cela s'explique principalement par le fait que les procureurs ont accusé Combs de subornation de témoins, affirmant lors de l'audience d'hier que l'équipe du magnate du rap avait tenté de dissuader son ex-petite amie Cassie et le personnel de l'hôtel de parler d'une agression subie dans un hôtel de Los Angeles il y a 8 ans. Ils ont affirmé que les images de l'agression, montrant Diddy donnant des coups de pied et piétinant la chanteuse Cassie à l'hôtel Intercontinental en 2016, avaient disparu du serveur de l'hôtel avant d'être récupérées et diffusées par CNN. Les autorités affirment que des sachets de poudre rose ont été retrouvés dans la chambre d'hôtel de Diddy lors de son arrestation. Il y a 2 semaines, Diddy s'est envolé pour New York afin d'attendre son arrestation sur recommandation de ses avocats. Bien que la poudre n'ait pas été testée, l'accusation a affirmé qu'elle ressemblait à des stupéfiants et que des sacs similaires, précédemment découverts chez Combs lors des perquisitions domiciliaires, contenaient des stupéfiants, dont de l'ecstasy. Il convient de noter qu'un 0 flacon d'huile pour bébé ont également été découverts au domicile de Diddy lors de la même perquisition. C'est pourquoi certains pensent que Diddy aurait du mal à se sortir de ce pétrin, étant donné qu'il a consacré toute sa carrière à travailler sans relâche pour prendre sa retraite en prison. Les autorités ont rassemblé des dizaines de téléphones portables, d'ordinateurs portables et de disques durs, interrogé plus de 50 témoins et détiennent une vidéo qui, selon elles, démontre les rapports sexuels forcés et les actes horribles que Diddy est accusé d'avoir planifiés.
Sans oublier le procès intenté par Lil Rod Jones contre Diddy en février. Selon le document judiciaire de 73 pages, le producteur Rodney Lil Rod Jones affirme que, comme une partie de son cahier des charges l'obligeait à filmer P. Diddy en permanence, il dispose d'un 100 heures d'images montrant P. Diddy, ses associés et ses invités se livrer à diverses activités illégales, notamment la distribution d'armes à feu non enregistrées et la consommation d'ecstasy. Bien que l'acte d'accusation du grand jury et les accusations de Lil Rod dépeignent le rappeur vedette comme un agresseur monstrueux et un monstre, l'avocat de Diddy a averti que son client ne devrait en aucun cas être mentionné dans la même phrase que certains des criminels les plus célèbres du pays. Sa plainte allègue que le rappeur s'est livré à un trafic sexuel et à des agressions sur Lil Rod et d'autres victimes, dont des mineurs. L'avocat du magnate de la musique, Marc Agnifilo, a déclaré à NBC News que Combs n'était ni le chef de secte sexuelle Kate Renier, ni le chanteur déchu R. Kelly, ni le trafiquant sexuel accusé Jeffrey Epstein. Agnifilo a contesté les allégations du grand jury fédéral selon lesquelles son client se serait livré à un trafic sexuel et d'autres accusations liées à des agressions sexuelles, qualifiant le délit de Diddy de simple tromperie et d'infidélité à une époque sombre. Il a déclaré au tribunal « C'est différent ». Il s'agissait d'adultes consentants et il a ajouté, avec humour, il s'agit d'une preuve d'infidélité et non de trafic sexuel. L'avocat de Diddy espère toujours obtenir une libération sous caution pour sortir son client de l'enfer sur terre, a déclaré Marc dans son argumentation pour accorder une libération sous caution à Diddy, rappelant au tribunal que le rappeur avait prévu de se rendre aux autorités avant son arrestation à New York et qu'il était dans une relation amoureuse avec Diddy depuis 10 ans, tout en traversant des moments difficiles. Dans une interview avec des journalistes à l'extérieur du palais de justice, Marc Agnifilo a déclaré que M. Combs était innocent et un guerrier qui se battrait jusqu'au bout. Rien dans la présentation du gouvernement aujourd'hui ne saurait faire changer d'avis quiconque. Il est venu à New York pour prouver son innocence, puis il a affirmé que Diddy n'avait pas peur et qu'il se battrait jusqu'au bout. Pourquoi Diddy a-t-il été arrêté ? À vrai dire, personne n'a été surpris par l'arrestation de Diddy. Le début de l'année 2024 a été marqué par une vague de poursuites judiciaires et d'accusations d'agression sexuelle contre le rappeur, qui augmentait aussi vite que ses chansons au Billboard Hot 100. Après tout, ce n'était qu'une question de temps avant que le gouvernement fédéral ne s'en prenne à Diddy. L'acte d'accusation du grand jury contre Sean Diddy Combs porte sur 3 chefs d'accusation graves liés au mode de vie du rappeur dans les années 1990, époque à laquelle toute l'attention et les applaudissements étaient braqués sur lui. Les accusations portées contre le rappeur sont trop graves pour être traitées et la lecture de cet acte d'accusation de 14 pages a été pour moi une expérience stupéfiante. Je vais néanmoins vous l'expliquer. Le grand jury l'a inculpé de complot de racket pour le premier chef d'accusation, alléguant qu'au cours de sa carrière, le magnate de la musique a abusé, menacé et contraint des hommes et des femmes de son entourage pour assouvir ses désirs sexuels insensés tout en protégeant sa réputation. Comme beaucoup d'autres, vous vous demandez peut-être comment le rappeur a pu commettre tous ces actes incroyablement pervers, choquants et ignobles tout en restant un saint sous le nom de Love. L'acte d'accusation stipule que Combs a accompli cela en s'appuyant sur les ressources, les employés et l'influence de l'empire commercial multiforme qu'il dirigeait et contrôlait, créant ainsi une entreprise criminelle dont les membres et associés se sont livrés ou ont tenté de se livrer au trafic d'êtres humains, au travail forcé, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l'entrave à la justice, entre autres crimes. Je savais que le rappeur serait absent pour longtemps, car le grand jury fédéral avait qualifié la plupart des entreprises d'études de Diddy d'entreprises criminelles. Il est troublant que les abus de Diddy reposent sur sa manipulation des femmes et de son entourage pour les inciter à participer à des spectacles de merde hautement orchestrés avec des employés de commerce, généralement pour son propre plaisir. Et vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? L'acte d'accusation stipule que Sean Diddy Combs et d'autres associés, connus et inconnus, font partie d'une entreprise criminelle connue sous le nom de Combs Enterprise. Le grand jury fédéral affirme que, depuis 2008 jusqu'au dépôt de leur plainte, ses membres et associés de Combs Enterprise se sont livrés ou ont tenté de se livrer, entre autres activités, au trafic d'ordures et au transport interétatique à des fins de parodie. L'acte d'accusation précise également que le but de l'entreprise est de satisfaire les désirs personnels de Combs, notamment ceux liés à sa gratification sexuelle, notamment en exploitant des femmes et en utilisant des travailleuses commerciales. P. Diddy est accusé de trafic d'escroquerie sur le deuxième chef d'accusation du grand jury fédéral. Le grand jury affirme que, de 2009 à 2018, dans le district sud de l'État de New York, où se trouve le siège social de Diddy, et ailleurs,
Sean Diddy Combs s'est livré à des activités commerciales interétatiques et internationales. Il a sciemment recruté, attiré et transporté une personne identifiée comme la première victime pour qu'elle se livre à des activités commerciales, alors même que cette dernière se livrait à des activités commerciales par la contrainte, la fraude et la force. Sur le troisième chef d'accusation, le grand jury a inculpé le producteur de musique en difficulté et rappeur vedette Sean Diddy Combs de transport pour qu'il se livre à des activités commerciales. L'acte d'accusation stipule qu'entre 2009 et 2024, Diddy l'accusé a sciemment transporté une personne dans le cadre d'un commerce interétatique et international dans l'intention de la faire se prostituer. Le grand jury a également affirmé que le magnate de la musique avait volontairement provoqué le transport de victimes féminines et de travailleuses du sexe dans le cadre d'un commerce interétatique et international à plusieurs reprises, dans l'intention de les faire se prostituer. Il n'est pas surprenant que la majorité des gens pensent que les images terrifiantes prises dans un couloir d'hôtel en 2016, obtenues par CNN et montrant Diddy agressant physiquement son ex-petite amie Cassie, soient à l'origine de son arrestation, de son inculpation par le grand jury fédéral et des précédentes perquisitions domiciliaires. CNN rapporte que la vidéo, qui montre plusieurs perspectives différentes, a été prise lors d'un incident en mars 2016. Cassie, dont le vrai nom est Cassandra Ventura, a affirmé dans une plainte fédérale déposée en novembre que Combs l'avait agressée physiquement pendant leur relation, notamment en la frappant, en la battant, en lui donnant des coups de pied et en la piétinant. Cependant, le procès a été réglé de manière choquante dès le lendemain de son dépôt. Cassie Ventura a eu le courage d'interpeller Diddy en invoquant la loi new-yorkaise sur les survivants adultes qui permet aux victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales de porter plainte, quelle que soit la date des faits. À l'approche de l'expiration de cette loi, il est devenu évident que c'était l'occasion de parler du traumatisme que j'avais subi et dont je me remettrai toute ma vie, a-t-elle déclaré. La vidéo montre Diddy courant dans un couloir après Cassie Ventura, quittant une chambre d'hôtel et se dirigeant vers une rangée d'ascenseurs. Diddy l'attrape par la nuque et la plaque au sol. Combs ramasse un sac et un portefeuille sur le sol près des ascenseurs pendant que Ventura est au sol et les images le montrent se retourner pour lui donner un coup de pied tout en tenant toujours sa serviette fermement d'une main. La vidéo montre qu'il se retourne et donne un nouveau coup de pied à Ventura alors qu'elle est allongée au sol, l'attirant par son sweatshirt pendant un moment avant de partir. La vidéo montre qu'il s'écoule environ 4 secondes entre les deux coups. Diddy s'est excusé publiquement en ligne lorsque la vidéo a été rendue publique, affirmant qu'il traversait une période difficile, qu'il avait suivi un traitement et qu'il était désormais complètement guéri. Cependant, Diddy ne réalisait pas qu'il était poursuivi en justice à maintes reprises. Puis, ils ont continué à arriver. Je suis sûr que vous vous souvenez encore de ce qui s'est passé le 26 février 2024. Comme vous vous en souvenez peut-être, Lil Rod a poursuivi son employeur Diddy en justice, affirmant que pendant son séjour chez le rappeur, il avait été harcelé par ses collègues. Il affirme également, de manière inquiétante, que Diddy l'a forcé à coucher avec des prostituées. Le dossier judiciaire de 73 pages du producteur Rodney Lil Rod Jones affirme que le rappeur de renom s'est livré à un trafic de prostituées et à des agressions contre Lil Rod et d'autres victimes, dont des enfants. Mais c'est encore plus étrange. P. Diddy aurait régulièrement organisé des soirées de trafic de drogue impliquant des mineurs, selon la plainte, qui désigne également Daphne Joy, l'ex-petite amie du rappeur 50 Cent et mère de l'un de ses enfants, comme l'une des victimes présumées. Elle suggère également que des dirigeants de maisons de disques, qui ont fermé les yeux, ont profité financièrement de l'accès à des célébrités et des dignitaires, dont le prince Harry, bien que ce dernier ne soit accusé d'aucun acte répréhensible ni d'aucune fête. Le procès de Lil Rod est sans aucun doute un vaste et profond cachot creusé pour enterrer le rappeur P. Diddy et tout ce pourquoi il a œuvré. Cependant, il est important de rappeler que peu après le procès de Cassie, en novembre 2023, Joey Dickerson-Neal a porté plainte, accusant Combs de l'avoir agressé sexuellement et d'avoir enregistré secrètement l'agression en 1992 alors qu'elle était étudiante. Il semble que les frasques étranges et répugnantes du rappeur aient commencé au début des années 1990. Dans la plainte citée par NBC News, Joey Dickerson-Neal affirme que Diddy l'a invité à dîner le 3 décembre 1991 et qu'elle a accepté à contre-cœur. Mais ce jour-là s'est avéré être le pire de sa vie. Diddy l'aurait maltraitée, la rendant physiquement incapable de se tenir debout ou de marcher seule. Dans le cadre de sa plainte, elle affirme également que Diddy a filmé les abus et les a montrés à ses amis et associés. Ses collègues lui ont confié craindre des représailles de la part de Combs et la perte de futures opportunités commerciales et musicales si elle soutenait l'affaire, même si elle l'avait signalé à la police de New York et du New Jersey et avait parlé au procureur.
Il est intéressant de noter que, selon les médias, 3 autres femmes ont porté plainte dans le district sud de New York entre novembre et aujourd'hui, affirmant avoir été violemment agressées par le magnate de la musique Sean Diddy Combs. 2 d'entre elles ont déclaré être mineures au moment des faits. Des jours passionnants nous attendent, mon ami. Pour voir plus de vidéos, cliquez sur la carte qui apparaît à l'écran